société au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h sur votre chaîne, la télévision togolaise. Au sommaire donc de cette édition, l'Assemblée nationale togolaise rend hommage à celui qui fut président de l'institution de 1994 à 1999, feu Maurice Daoko Péré, s'est éteint le vendredi 9 avril dernier, les temps forts de la séance spéciale d'hommage à la cour d'honneur de l'Assemblée nationale, tout de suite avec Edem Sousoupo. Dans ce journal, nous parlerons également de la rencontre des experts de l'initiative d'Accra qui se tient à Lomé. La crise sanitaire actuelle impose aux États une nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme. Les conclusions de ces assises dans un instant également. En fin d'édition, nous allons vous proposer les images du jour de la campagne de vaccination anti-Covid-19 dans le Grand Lomé. L'adhésion des populations à cette opération nous intéresse plus. Voilà pour le sommaire. Place maintenant aux 20h. Il est passé de l'autre côté de la vie, feu Maurice Daoko Péré, ancien président de l'Assemblée nationale de 1994 à 1999. À ce titre, il a reçu ce jour les honneurs funèbres de la représentation nationale. La séance spéciale d'hommage a été présidée par Yawa Digbori Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale, étant fort de la séance avec Edem Sousoupo. Instant lourd d'émotion au siège du Parlement. Les élus du peuple rendent un dernier hommage solennel à leur prédécesseur, serviteur de la République, Maurice Daoko Péré. Péré a rejoint le Père le 9 avril dernier du haut de ses 108 ans. Ancien président de l'Assemblée nationale de 1994 à 1999, l'illustre défunt reçoit ici tous les honneurs dus à son rang. Une cérémonie présidée par la chef de la représentation nationale, Yawa Digbori Tchegan. Pour la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbori Tchegan, celui qu'ils pleurent tous aujourd'hui a longtemps servi la République. Nous devons nous souvenir de l'engagement de Maurice Daoko Péré à servir la République. Il appartient à la lignée des hommes politiques qui ont su marquer l'histoire de notre nation et son nom se mêlera désormais à la trace lumineuse que notre époque laissera aux générations futures. Si je puis paraphraser Anatole France, soumis à un exercice similaire, mais dans une rationalité différente, pour saluer la mémoire d'Émile Zola,
Je dirais qu'aujourd'hui, quand on découvre l'entièreté de la vie de Dao Coupéré, on reconnaît aussi l'esprit de bonté qui a toujours guidé celle-ci. Il avait la grandeur et la simplicité des grandes âmes qu'il a su mettre au service de son pays. Maurice Dao Coupéré a toujours aimé la politique. Il a épousé la politique et la politique était pour lui une vocation. Il n'était certes pas un homme à poursuivre chimère et honneur, ni à se présenter sans risque au suffrage des électeurs. Mais c'est avec grand courage qu'il s'est lancé tout entier dans la vie politique. Après avoir été secrétaire général du ministère de l'Éducation et ministre du Travail et de la Fonction publique. Le parcours militant de désormais feu Dao Coupéré déboucha logiquement en 1994 sur un premier mandat électif, celui de député de la deuxième circonscription électorale de la COSA. Ses qualités intrinsèques lui valurent d'être désigné par ses pairs le 23 juin 1994 comme président de l'Assemblée nationale. À ce titre, il a assuré la présidence du comité interparlementaire de l'UEMOA. Il commença alors à se forger de solides compétences en matière de diplomatie parlementaire, ce qui lui permit d'occuper notamment, au cours de la deuxième législature, le poste de président de la Commission des relations extérieures et de la coopération. En rappelant l'itinéraire de l'illustre disparu, il nous est loisible de nous souvenir qu'il a vécu parmi nous cette vie rythmée de crise et de lutte politique. Après la période tumultueuse de sa vie politique, il participa aux élections législatives de 2013 et fut élu pour la troisième fois député, cette fois-ci pour le compte de la circonscription électorale de Blita, sous la bannière du parti politique Union pour la République UNIR. Yawa Dibari Tchegan trouve en l'illustre disparu un homme de rigueur. Elle a présenté ses sincères condoléances et les plus attristées à tous ceux qui l'ont connu et aimé. L'homme qui nous réunit dans cette cour d'honneur a peint la discrétion et l'austérité de sa vie d'une main rude et vertueuse. Oui, Dao Coupéré fit sien le discours de Jacques-Bénigne Bossuet sur la vanité et l'inconstance des choses humaines. La vie humaine passe facilement du matin au soir, ainsi que l'herbe des champs. Le matin, elle fleurissait avec quelle grâce, vous le savez. Le soir, nous la vûmes sécher. Fin de citation. Au nom de l'Assemblée nationale, je rends un dernier hommage solennel à ce prédécesseur, serviteur de la République et défenseur inlassable de la ruralité. À ses anciens collègues, à ses amis politiques et républicains, j'exprime ma sympathie attristée. La famille a reçu les salutations d'usage dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. Celui qui a été le premier président de la première législature de la 4e République sera conduit dans sa dernière demeure samedi prochain dans son Bou natal, dans la COSA et dans l'intimité familiale. Sécurité intérieure et dans la sous-région à présent avec les assises des experts de l'initiative d'Accra. La crise sanitaire actuelle oblige les services de renseignement du Togo et du Ghana de revoir la stratégie de lutte contre le terrorisme. À l'ouverture de la séance des experts ce matin dans ce compte-rendu de Aimé Alpha et de Douari. La menace terroriste pèse toujours sur les États et de nouveaux défis apparaissent avec la pandémie de Covid-19.
Les services de renseignement et de sécurité de l'initiative d'Accra ne comptent pas baisser la garde, même s'ils ont eu du mal à mener des actions ces 12 derniers mois. Ils sont à Lomé pour redynamiser leurs activités et trouver des stratégies efficaces, coordonnées et multilatérales pour combattre le terrorisme. Il ne nous a plus été possible de nous réunir ou d'organiser la moindre activité dans le cadre de notre initiative commune. Parallèlement, et comme nous le savons tous, cette pandémie a été exploitée comme une opportunité par les groupes terroristes et autres réseaux criminels transnationaux qui ont maintenu leur pression et menacent désormais d'étendre leur hégémonie sur toute l'Afrique de l'Ouest, tout en visant particulièrement les pays du Golfe de Guinée. La situation ci-dessus décrite nous enseigne qu'il faut agir, mais agir de façon efficiente et appropriée. Il urge donc, tout en s'adaptant à la nouvelle donne sanitaire, de relancer les activités de l'initiative d'Accra en vue de faire face collectivement et de façon concertée aux enjeux sécuritaires qui se posent à nos États. L'initiative d'Accra est porteuse d'espoir et les services de renseignement et de sécurité des 7 pays membres ne veulent laisser aucune chance aux terroristes. Ces experts sont prêts à tout mettre en œuvre pour que la crise sanitaire ne compromette pas les succès obtenus jusqu'ici dans cette quête de paix et de stabilité dans la sous-région. Les rencontres successives et les différentes actions menées, notamment les opérations multinationales de sécurisation des zones frontalières, dénommées Kundangu, ont permis d'obtenir des résultats satisfaisants. Les avancées réalisées par notre initiative attirent déjà des convoitises de la part de nombre d'organisations telles que Promédiation, l'Union européenne et le G5 Sahel à travers la police civile des Nations Unies, ainsi que de la part de certaines puissances étrangères qui souhaitent, chacune à son niveau, soutenir nos activités. L'espoir placé par les plus hautes autorités de nos pays dans la réussite des activités de l'initiative d'Accra pour le bien-être et la sécurité de nos populations démontre à suffisance l'importance de ces assises. La présente réunion de Lomé, voulue par le chef de l'État, est un examen stratégique dont l'un des objectifs est de tester notre capacité de reprendre nos activités. Ça veut dire que la tâche qui vous attend est immense. Protéger les populations contre le terrorisme, mais aussi leur préserver de l'actuelle pandémie. Un double enjeu, pas du tout facile pour les États, mais qui n'est pas impossible. C'est d'ailleurs une priorité pour le chef de l'État togolais qui est allé galvaniser le moral et appeler au renforcement des actions de surveillance des forces de défense et de sécurité de l'opération antiterroriste Kundwari. Et une fois mis en place, les membres du Haut Conseil pour l'emploi des jeunes passent devant la presse nationale et internationale pour expliquer au mieux les ambitions du gouvernement en mettant en place cet organe, un outil pour promouvoir l'emploi des jeunes au Togo. Compte rendu Christine Petiki Aloudé. La Coalition nationale pour l'emploi des jeunes, chapeautée par le Haut Conseil pour l'emploi des jeunes, un cadre harmonisé pour une meilleure structuration des interventions. L'ambition affichée du chef du gouvernement, Victoire Toméga-Dogbe, présidente du Haut Conseil, organe suprême de la coalition, est d'assurer des emplois décents. Cette conférence de presse qui fait suite à la session inaugurale du Haut Conseil a permis aux membres de la coalition d'échanger avec les journalistes sur ce nouvel instrument. Le Haut Conseil pour l'emploi des jeunes est l'institution stratégique qui pilote la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes. Et nous avons le secrétariat permanent qui est chargé des activités au quotidien, mais aussi le comité de pilotage qui est chargé de préparer les sessions du Haut Conseil. Nous avons aussi rappelé que le Haut Conseil a 2 fonctions. La fonction stratégique, c'est de s'assurer que l'ensemble des politiques menées dans le secteur de l'emploi des jeunes sont des politiques qui répondent aux orientations du gouvernement. Le Haut Conseil oriente l'action des partenaires techniques et financiers sur les fonctions administratives. C'est vraiment de montrer que le Haut Conseil s'assure que le comité de pilotage et la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes, de même que l'ensemble des structures qui meublent ce secteur, travaillent dans le sens à impacter la question de l'emploi des jeunes.
La détermination politique du chef de l'État a permis de faire de la promotion de l'emploi des jeunes une priorité qui déjà engrange des résultats encourageants. Aujourd'hui, le taux de chômage pour les jeunes est autour de 3,9% et était de 6% il y a quelques années, pour montrer que les efforts ont pu générer des résultats concrets sur le terrain. Donc l'idée de la coalition et de la réunion du Haut Conseil, c'est de poursuivre ces efforts, de maintenir le rythme et de s'assurer qu'avec la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale Togo 2025, les résultats seront encore plus probants. Le Togo est classé meilleur dans la sous-région en matière de promotion de l'emploi des jeunes. Le combat aujourd'hui est d'assurer la qualité des emplois. La coalition est donc ce cadre idéal pour consolider les acquis des jeunes et participer à améliorer le taux de croissance du pays qui tourne actuellement autour de 1,8%. Coup de projecteur à présent sur un groupement de femmes Ablita, des femmes battantes qui se donnent tous les moyens pour transformer le manioc en gari avec le soutien de certains partenaires. Allons plutôt à la découverte de ces femmes dans ce reportage de Désiré Aloy. Donner à la gente féminine les moyens de son émergence. Les différents acteurs s'alignent sur cette vision, ce plan d'action du gouvernement togolais. Ablita, les femmes membres de la Fédération des sociétés coopératives agricoles sont à l'école de techniques améliorées de fabrication de gari. Des techniques ici particulières avec le cabinet de formation Elioti Consult. Le respect des règles d'hygiène dans la production est un élément capital. Nous avons monté les étapes de transformation. Et ces étapes de transformation, on a mis l'accent sur l'hygiène de fabrication et sur la fermentation même du gari. On a mis l'accent sur le pressage. Nous leur avons appris quelle variété de manioc il faut choisir, comment appliquer l'hygiène corporelle même dans leur unité de production, comment manipuler le matériel pour que le matériel ne souille pas le produit, et comment maintenant gérer même leur unité. C'est une obligation pour tout un chacun qui vend de faire un peu des pas. Elles iront de l'avant. Actuellement, je sors contente de la formation sur l'hygiène et l'emballade et comment traiter le gari. Mon prochain gari ne sera plus de ce que je faisais avant. Je suis très content que je remercie FNAPP et le formateur. Nous allons partager la formation avec les autres. Je remercie le gouvernement qui pense à nous les femmes pour travailler sortir de la pauvreté. Le FNAPP, Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel, conduit le projet. Projet pour amener les bénéficiaires, femmes battantes, à la bonne gestion de leurs micro-projets, dans l'objectif de s'illustrer sur le terrain par rapport à la qualité. À l'exposition des produits qu'on a obtenus, que les dames ont produits, au cours de la formation, on estime que c'est insatisfait. Il y aura une phase de suivi post-formation qu'effectuera le cabinet de formation. Et ce suivi post-formation sera une période test pour les bénéficiaires. À travers l'ambitieux plan national de développement initié par le gouvernement sous la houlette du chef de l'État, il s'agit de sortir les couches sociales de l'ornière. Et donc, le FNAPP, depuis des lustres, est dans cette dynamique, dans cette mission d'accompagner les couches sociales. Durant une semaine, leurs capacités de planification, de gestion et autres sont renforcées. Des services non financiers, formation, appui, conseil, commercialisation, atouts qui ouvrent aisément sur des projets bancables, une dynamique pour accroître leurs revenus et tirer vers le bas la pauvreté. L'autorité de régulation des marchés publics multiplie des séances de formation au profit des représentants des élus locaux dans les communes des plateaux Est. Elle a échangé sur les nouvelles procédures de passation et de contrôle des marchés publics au Togo. Compte rendu de la séance avec Sylvain Abdou. La recherche des performances est devenue aujourd'hui le leitmotiv des institutions, surtout avec les réformes opérées en matière de passation des marchés publics au Togo. Et les communes ne sont pas en marge de cette disposition. Communément appelées autorités contractantes, ces communes sont appelées à une gestion saine des ressources et surtout assurer l'efficacité des commandes publiques. L'atteinte de cet objectif nécessite des formations comme celle-ci initiée à l'endroit des représentants des communes des zones des plateaux Est.
L'ARMP, autorité de régulation, a voulu à travers cette formation leur inculquer des notions de procédure de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics pour leur permettre de cerner les contours, s'approprier les procédures, connaître ce qui régit le marché public pour une gestion saine des finances publiques. Au final, qu'est-ce qu'on attend de ces actions? C'est que les moyens ou bien les tenues publiques que ces communes vont gérer, que ça soit géré de façon saine. Voilà la vision ou bien la finalité qu'on veut. Que le candidat qui mérite soit choisi, qu'on ne dilapide pas les moyens. Si on doit concevoir ou bien on doit fabriquer une table-banc à 10 000, que ce soit 10 000 et non pas 15 000 ou bien 20 000. Voilà ce que nous attendons. La formation est donc destinée à relever le niveau de compétence des acteurs en la matière. Une formation pour les aider à maîtriser par exemple les étapes des procédures d'élaboration, des appels d'offres, comment étudier ces dossiers pour asseoir une justice sociale en ce qui concerne la passation des marchés publics. Cette formation va nous permettre de dérouler les procédures, c'est-à-dire comment on définit les besoins à satisfaire. Parce que quand on signe un contrat, c'est pour satisfaire à un besoin. Alors comment on définit ces besoins? Comment on élabore les dossiers pour inviter les opérateurs économiques qui sont à mesure de satisfaire à ce besoin? Comment on évalue leurs réponses pour choisir le meilleur candidat pour que le besoin exprimé soit satisfait de façon efficace et efficiente. Ce rendez-vous constitue donc la deuxième phase d'une série de formations destinées à permettre aux communes de disposer des personnes capables de gérer avec efficience les ressources, mais aussi de conduire avec efficacité l'acquisition publique des communes. La gestion durable des terres et de l'écosystème des zones semi-arides au nord du Togo nous intéresse aussi dans ce journal. Et pendant qu'on y est, les experts du domaine planchent sur de nouvelles approches pour ensuite tirer meilleur profit. Compte rendu Tchazinambaga. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières partage ici avec les acteurs clés des services déconcentrés de l'État, de la société civile, du secteur privé et des partenaires au développement les données sur le processus de formulation de son projet Gestion durable des terres et écosystèmes des zones semi-arides du nord du Togo. C'est une démarche participative et inclusive voulue pour assurer une meilleure compréhension du projet et donc susciter une pleine et entière participation des différentes parties prenantes. Nous sommes dans la phase de formulation du projet. Il faudrait impliquer tous les acteurs au niveau régional et national. Alors, le PNUD a recruté des consultants pour collecter les données. Aujourd'hui, les consultants vont vous présenter les acteurs qu'ils ont proposés et voir comment on pourra compléter au niveau national pour identifier encore des acteurs de façon plus affinée, à ce que dans la phase de collecte des données, on puisse les toucher et faire les consultations. Les assises portent sur la stratégie de la 7e phase opérationnelle du Fonds pour l'environnement mondial au Togo, la cartographie des parties prenantes, les différentes phases de formulation du document complet du projet et ses différents axes. Le projet a 4 axes. Le premier axe sera la revue du cadre institutionnel, le renforcement des capacités. Le second axe va concerner la gestion durable de la biodiversité. Le troisième axe, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Et le dernier axe, c'est la gestion durable des terres de façon concrète au niveau terrain. Une fois formulé, le projet sera soumis au Conseil du Fonds pour l'environnement mondial pour financement. Le Togo est accompagné dans ce processus par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en tant qu'agence d'exécution du projet. Quand il y a des actions qui doivent toucher la terre, c'est important que tout le monde puisse mettre sa contribution dans ce qui va être fait pour qu'on n'ait pas des impacts négatifs sur la population ou que les actions qui vont se mener ne puissent pas impacter la vie des populations. D'où la nécessité de pouvoir consulter tous les acteurs pour qu'ils puissent contribuer à la formulation des activités et des composantes de ce projet pour un souci d'inclusion pour la réduction globale de la pauvreté.
Pour la directrice des ressources forestières, représentant son ministre de tutelle, la dégradation des terres est bien réelle et préoccupante au Togo lorsqu'on sait que plus de 70% de la population est agricole et tire sa subsistance de la terre. Voilà pourquoi elle appelle à une synergie d'action et une contribution de tous les acteurs afin que le projet soit bien formulé et qu'il soit couronné de succès. Nous passons aux images du jour de la campagne de vaccination dans le Grand Lomé. Au 4e jour de la nouvelle stratégie, l'ambiance et l'adhésion ne se font plus attendre. Compte rendu Issa Karouna, commentaire Sonia Aménico. Des équipes de vaccination dans les stades de football du Grand Lomé. Cela s'appelle des vaccinodromes. C'est la nouvelle disposition du gouvernement togolais pour mieux vacciner la population contre la Covid-19. Depuis lundi 19 avril 2021, tous les citoyens de plus de 30 ans sont appelés à se faire vacciner. Sur les nouveaux sites dédiés à la campagne, tout est mis en place pour mieux prendre en charge les candidats à la vaccination. En plus de ce que nous faisons comme suivi de mesures barrières, nous aidons le personnel de vaccination dans ce qu'ils font, dans l'orientation des citoyens qui viennent. Ils doivent passer d'abord par telle étape, s'asseoir, se patienter, attendre que l'autre quitte d'abord avant qu'il ne soit servi. Nous avons 4 équipes de vaccination. Quand la population arrive, ils vont passer par 3 grandes étapes. La première étape, c'est au poste d'enregistrement manuel et digital. Après, ils vont passer au poste d'injection et ils vont finir au poste d'observation. Ils vont passer 15 minutes. On va les observer avant de rentrer. Komlan et Samadou ont répondu à l'appel du gouvernement. Ils apprécient unanimement la nouvelle stratégie de vaccination mise en place. Ce matin, nous sommes venus pour prendre des injections pour éviter la contamination de Covid-19. Bien, ça s'est bien passé. Ce que le gouvernement a fait, ça nous a aidés. C'est un effort que le gouvernement a fait pour déployer le service médical sur beaucoup de sites publics, même à Lomé et à l'intérieur. Donc j'invite tout le monde à venir se faire vacciner. D'un site à l'autre, au stade d'Agouagneve, l'ambiance est presque la même. Malgré l'affluence des candidats, les équipes de vaccination tiennent le coup. Nous ici à Agoué, tout se passe bien. Nous avons les vaccins disponibles, tout le matériel qu'il faut pour la vaccination. Les femmes et les hommes, ils arrivent en bon nombre et on les reçoit par ordre d'arrivée et ils sont repartis satisfaits. Dans l'ensemble, le travail se passe très bien. Voyons qu'il y a vraiment un engouement de la population par rapport à cette campagne de vaccination. Nous sommes en train de voir avec les autorités compétentes s'il ne faut pas chercher un autre site de vaccination pour désengorger les 2 sites au niveau de la préfecture d'Agouagneve. D'une façon générale, ce que nous pouvons demander à la population, c'est de se faire enrôler en ligne avant de venir pour la vaccination. Davidi, les frères Smaïla sont arrivés ici pour recevoir leur dose de vaccin anti-Covid-19. Pour eux, le déplacement en vaut la peine. Nous sommes bien conscients que le Covid-19 existe et qu'il faut se vacciner. Nous disons merci à nos autorités, nous disons merci au chef de l'État pour tout ce qu'il a fait afin que cette vaccination puisse être effective. Il faut que tout le monde fasse l'effort de se faire vacciner. Et c'est partant de cela que nous pouvons continuer nos activités habituelles. Pour l'État, il faut vraiment féliciter l'État. L'État a pris vraiment sur lui de montrer à la population qu'il est avec la population. Donc nous félicitons vraiment l'État. Le gouvernement veut gagner le pari, parvenir à une immunité collective appréciable. Reste que la population adhère davantage à la dynamique.
Et je vous fais à présent lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du jeudi 22 avril 2021. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 12 698, 41 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 10 512. 81 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2065 et le nombre de décès est de 121. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Miji Yawa. Le port autonome de Lomé a totalement dématérialisé ses opérations et procédures d'enlèvement des marchandises depuis bientôt 2 mois. L'institution donne jusqu'au 3 mai prochain à ses clients pour se conformer à la nouvelle donne. Les détails avec Equisala. Depuis le 4 mars 2021, la totale dématérialisation des opérations et procédures d'enlèvement des marchandises est effective au port autonome de Lomé. L'institution a fait recours à cette option pour permettre à ses clients de gagner en temps, mais aussi en argent. Plus besoin de se déplacer au port autonome de Lomé pour être servi. Tout se fait désormais via Internet. Pour des échanges d'informations et de documents, les clients du port devront simplement se connecter au site https://ipaltogo.com et sur la procédure. Pour ceux qui disposent déjà d'une habilitation au niveau de la plateforme portuaire, il leur suffit de taper leur code client suivi de leur mot de passe. Les opérateurs économiques ne disposant pas encore d'habilitation peuvent faire la demande auprès de la direction commerciale par email sur togoport@togoport.tg ou par téléphone sur le numéro 22 27 02 96. Le port autonome de Lomé a aussi mis en place un site pour permettre à ses clients de payer en ligne leurs anciennes et nouvelles factures. Et ce n'est pas tout. Des opérateurs de téléphonie mobile sont également autorisés à recevoir les paiements en ligne des factures. Il s'agit de Move Africa à travers son service Flouz et le Timoni de Togocom. En plus de cela, le port collabore avec quelques banques, notamment la BTCI, Ecobank, Orabank et UTB. Le paiement bancaire reste autorisé. Toutefois, le port autonome de Lomé encourage ses clients à privilégier le paiement en ligne. Cela permettra de faciliter les opérations d'enlèvement des marchandises et ce faisant renforcer les mesures de distanciation sociale pour une lutte efficace contre le Covid-19 au niveau de la plateforme portuaire. Les opérations sont prévues pour démarrer officiellement le 3 mai 2021. Nous ouvrons à présent la page des sports comme chaque jeudi et c'est avec Jean Kofi Hededi. Jean, bonsoir. Bonsoir Giga. Merci. Un nouveau vent souffle dans la vie du boxeur togolais, triple champion du monde, Prince Lorenzo. Il vient de dédicacer une œuvre littéraire, c'est bien ça? Oui, c'est à fait. Isidore, Prince Lorenzo ne sait pas que faire de la boxe. Il est entré également dans la littérature. Son œuvre autobiographique est intitulée Le vent Atlantique. En 119 pages, l'auteur appelle la jeunesse africaine en général et celle togolaise en particulier à l'esprit de combativité. Œuvre dédicacée samedi à Lomé. Compte rendu, tiens, Piotba. De la boxe à l'écriture, il suffit seulement d'enlever les gants. Et c'est ce qu'a fait le champion du monde GBC des poids moyens, Prince Lorenzo, pour pouvoir écrire les 79 pages que le souffle du vent atlantique lui a apportées. Une œuvre qui s'adresse avant tout à la jeunesse africaine en général et togolaise en particulier. L'auteur Prince Lorenzo, s'inspirant de son parcours, y invite les jeunes à s'armer davantage de courage, à persévérer et à saisir toutes les opportunités, car selon lui, il n'y a point de saut métier ici-bas. Œuvre dédicacée à travers une cérémonie assurée avec brio par l'acteur de cinéma Julio Teko, et ce, dans le plus grand hôtel de la capitale togolaise. En effet, le vent atlantique a soufflé en 4 étapes, dont l'enfance de l'auteur, sa découverte de l'Europe et ses dures réalités, son goût pour l'entrepreneuriat,
son retour à la boxe et la naissance du champion. Parti de l'Allemagne et plus précisément de Cologne où réside son auteur, Le Vent Atlantique est chargé de messages importants à l'endroit de la jeunesse africaine et togolaise. Je veux juste dire à la jeunesse togolaise de ne pas perdre l'espoir. Nous avons un pays où nous avons beaucoup de possibilités et on doit aller à la recherche de l'information. Je vous en prie, levez-vous, allez vers vos proches, demandez. Il y a des choses qui sont mises en place pour que la jeunesse puisse s'épanouir, pour que la jeunesse puisse étudier, se former. Levez-vous, allez vers la recherche de ces informations et vous aurez gain de cause. Moi, je suis là. Les autres frères comme Cheya Adebayor, comme le journaliste a demandé, il est aussi disponible. Cherchez à nous toucher, cherchez à nous parler et on est prêt à vous aider. Le même esprit de combativité est partagé par l'acteur Julio Teko. Nous, ça nous parle parce que de par ces réalités qu'il a vécues, de par ces difficultés qu'il a rencontrées, on se rend compte qu'en fait, ici, on vit presque les mêmes difficultés, on vit presque les mêmes réalités, mais à une exception près, c'est la discipline et l'engagement réel dans ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui, dans cet ouvrage, il a appris là-bas qu'en fait, si les Occidentaux ont un pas en avant sur nous, c'est parce que dans leur choix de vie, dans leur effort quotidien, ils ont une discipline qu'ils essaient de respecter, d'accord, au quotidien. Et même dans la boxe, il a su développer ça. Et c'est ça que je retrouve au niveau de cet ouvrage, qui est beau parce que ça nous fait voyager de son histoire. De son vrai nom, Kwame Foli Kwegan, l'actuel champion du monde JBC des poids moyens, Prince Lorenzo, est né le 9 août 1980 à Néhon, au Togo. Avant d'écrire Le Vent Atlantique, le champion a livré 16 combats, en a rapporté 13, dont 9 KO, et en a perdu 3. En dehors des rings, Prince Lorenzo est un businessman intrépide, ce qui lui a valu d'être choisi comme représentant des firmes allemandes au Togo. Et Jean, on parle maintenant football. Oui, c'est le sport que tu aimes le plus. Bien sûr, bien sûr. Et le championnat national de première division, la compétition est à sa 6e journée. Oui, une 6e journée disputée hier mercredi et ce jeudi. Elle est marquée par la première défaite du leader Gomido FC face à l'AS OTR 0-1 dans la zone sud, tandis que dans la zone nord, on note la victoire, la toute première de l'AS Bina, vainqueur de Ifodje 1-8-0. Avec Aflim Johnson, le tableau des résultats de la 6e journée. Point final à la série sans faute de Gomido de Kwalimé. La défaite des Showboys dans la zone sud est l'un des grands événements de cette 6e journée de la D1. Invincible leader jusqu'alors, Gomido n'a pu confirmer sa bonne forme du moment face à la SOTR. La faute à une formation otéroise opportuniste et à droite qui a réussi à atteindre l'adversaire où ça fait mal. Les poulains du côte, Didier Amégrand, ont couru après un but encaissé depuis la 11e minute sans parvenir à rétablir l'équilibre. 1-0 en faveur de la SOTR. Score final. Cette victoire rapproche la SOTR de son adversaire de la journée dans le peloton de tête du classement de la zone sud. 13 points pour Gomido, 11 au compteur de la SOTR. Pour sa part, le dynamique togolais, victorieux avec brio la journée précédente de Maranatha de Fiokpo 4-0, n'a pas retrouvé ses sensations de 3 jours plus tôt. Les robots rouges n'ont pu se contenter que d'un match nul, un partout, face à Gbolo Soudanera. Du baume au cœur des supporters et sympathisants de l'entente de Delomé. Ternie par plusieurs revers consécutifs, la maison jaune et bleue de Kodjoua Kopénye-Konakpoe a retrouvé tant soit peu son éclat après la victoire de sa formation aux dépens de l'Est Gopor, 2-0. Le duel des mal classés qui mettait aux prises Ange de Nochan et Maranatha de Fiokpo s'est terminé sur un score nul d'1 but partout. Les deux équipes stagnent dans leurs positions respectives de 7e et 7e ex-aequo avec 5 points moins 7 chacun. La partie septentrionale du Togo où l'on retrouve les formations de la poule B n'a enregistré que 2 rencontres sur les 4 de ce 6e acte de la D1. Le reste des matchs étant prévu pour ce jeudi. L'on note enfin une victoire de l'AS Bina, sa toute première dans l'élite. C'est Ifodje Tatakpame, pour qui plus rien ne va, qui a fait les frais du réveil des cornes de la Bina. Dans la seconde rencontre disputée entre frères Thiem, Unisport de Sokodé a pris le meilleur sur Sarah Sport de Bafilo, 2-1. Et notons également que ce jeudi, pour la suite de cette 6e journée, Semassi a battu Koroki 2-0, tandis que Asko et ASK se sont séparés 2-2 partout dans le derby de la Kosa.
Et Jean, ça serait vraiment tout pour l'actualité sportive. Oui, Isidore, c'est tout pour ce soir. Le rendez-vous est pris pour samedi à partir de 13h45. C'est dans Sport et Détente. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.